merci à tous d'être venus si nombreux. Alors, je vais commencer avec une petite mise en garde, au cas où vous ne le sauriez pas. Je suis mathématicien. Ça veut dire en particulier que je ne suis pas physicien et que je ne suis pas informaticien. Donc il y a beaucoup d'experts bien plus compétents que moi dans cette salle pour vous parler de beaucoup de choses que je vais évoquer aujourd'hui. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir une vision globale et d'essayer de vous faire sentir quelque chose lié à l'informatique quantique, mais plus particulièrement à la complexité quantique. Donc ça, c'est l'exposé, c'est le plan de l'exposé. La première moitié de l'exposé, ce sera sur tout ce qui est le monde classique, la complexité au sens classique. On fera un petit détour par le monde magique, qui est quand même le monde classique, mais je serai plus clair au moment des définitions, et on terminera, mais ce sera une grosse partie de l'exposé, par le monde physique, à savoir le monde quantique. Donc on va tout de suite commencer avec un petit problème, petit entre guillemets, c'est le 10e problème de Hilbert. Donc, vers 1900, M. Hilbert, que vous connaissez sûrement, avait fait une liste de problèmes pour amuser ses contemporains. L'un d'entre eux, le 10e, était « Trouver un algorithme déterminant si une équation diophantienne a des solutions ». Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Donc, c'est ce qui est résumé ici. On vous donne un polynôme à plusieurs variables à coefficients entiers, et on vous demande s'il existe une instantiation, c'est-à-dire un uplet d'entiers, tel que si on remplace si on instancie ce polynôme en cette instantiation, on a 0. Donc un petit exemple pour que ce soit totalement transparent pour tout le monde. Si je vous donne le polynôme en xy qui est x carré moins y cube moins 1, la réponse pour ce polynôme-là est oui, parce qu'en prenant x égale 3 et y égale 2, j'ai que 3 au carré moins 2 au cube moins 1, ça fait 0. Donc ce que demandait Hilbert dans son 10e problème, c'était on vous donne en entrée un tel polynôme, et vous allez répondre votre algorithme doit répondre de manière automatique oui, voici la solution, ou non, il n'existe pas de solution. Alors, il a fallu attendre 70 ans pour que M. Matiasevich dise un tel algorithme n'existe pas. Alors pourquoi il a fallu 70 ans pour répondre à cette question ? Pourquoi c'était si dur ? Parce qu'en 1900, au moment où Hilbert a posé la question, on n'avait pas encore défini le concept d'algorithme. Il n'y avait pas de définition mathématique du concept d'algorithme. Il a fallu attendre les années 30 et les travaux de Church et Turing pour définir la notion d'algorithme. Et il faut se rendre compte qu'une fois qu'on a défini la notion d'algorithme, pour pouvoir répondre non au 10e problème d'Hilbert, c'est encore une tâche très difficile parce que ça demande de montrer qu'aucun algorithme ne va fonctionner. Et une petite remarque au passage, c'est que dans les années 50, disons une variante du 10e problème d'Hilbert, où on remplace les entiers par les réels, là on a prouvé qu'il existait un algorithme, c'est dû à Tarski. Et là, la clé qui fait que ça marche pour les réels, c'est qu'on a ce théorème que vous avez tous vu en première année, théorème des valeurs intermédiaires, qui vous dit si à un moment je suis négatif, à un moment je suis positif, ben je dois passer par 0, ce qui est faux évidemment sur les entiers. Donc ça, c'était ma petite introduction pour vous montrer quand historiquement est arrivé ce concept d'algorithme. Et je vais commencer, pour essayer de vous faire sentir qu'est-ce que c'est un algorithme au sens formel. Moi, j'ai pris le parti de vous définir ce qu'on appelle une machine de Minsky. Donc, on se place un petit peu, donc, comme à l'époque de Turing. Je veux vous définir c'est quoi un algorithme formellement. Il y a plusieurs définitions équivalentes. Je vous en propose une, qui est la définition donnée par Minsky. Minsky qui a eu le prix Turing en 1969. Donc, qu'est-ce que c'est pour Minsky un algorithme ? C'est une suite d'instructions, une suite finie d'instructions qui ne va être composée que d'instructions de ce type-là. Et qu'est-ce que vous imaginez ? Vous n'avez que 2 variables à votre disposition, que j'appelle des compteurs, C1 et C2. Et qu'est-ce que vous êtes autorisé à faire ? Seulement incrémenter vos 2 compteurs, décrémenter vos 2 compteurs, faire une instruction conditionnelle qui dit « si mon compteur CI est nul, alors je vais à l'instruction L ». Sinon, je vais à l'instruction L'. Et puis, j'ai une instruction d'arrêt qui dit « j'ai terminé mon calcul ». Donc, le concept théorique d'algorithme, c'est juste ces instructions élémentaires. Alors, pour que ce soit un peu plus clair, je vous donne un exemple de machine de Minsky.
C'est un exemple pour faire quelque chose de très simple, un petit algorithme qui, si vous avez vos deux compteurs C1 et C2, en sortie va vous calculer les C1 plus C2. Mais la première ligne, elle dit s'il n'y a rien dans mon premier compteur, et qui calcule la somme C1 plus C2 et qui va mettre la somme dans C2. Donc, s'il n'y a rien dans mon premier compteur, mais j'ai terminé parce que C1 plus 0, C2 plus 0, ça va faire la somme C1 plus C2, j'ai terminé. Et puis comment il fonctionne l'algorithme? Il va construire une boucle qui à chaque étape va décrémenter C1 et incrémenter C2 jusqu'à ce que C2 soit nul. Jusqu'à ce que C1 soit nul, ce qui fera qu'au final, dans mon compteur C2, j'aurai la valeur de C1 plus C2. D'accord ? Donc c'est un petit algorithme très naïf, et ce que vous pourriez difficilement imaginer, mais qui est le cas, que n'importe quel algorithme que vous avez en tête, ça peut être conçu avec comme base seulement ces opérations très simplistes. Alors on remarque qu'une exécution d'une machine de Minsky, ça peut ne pas s'arrêter. Il suffit que je mette si C1 est nul ou s'il n'est pas nul, je vais en L1, et puis de L1, je renvoie en L0, et je peux boucler comme ça indéfiniment. Alors, maintenant qu'on a un concept d'algorithme, ce qu'on peut se poser comme question, c'est si je vous en donne un second, est-ce que c'est la même chose? Parce qu'à cette époque, il y a eu plusieurs concepts d'algorithmes qui ont été proposés. Il y a la notion de machine de Minsky qu'on vient de voir, mais Turing a aussi proposé sa machine, Monsieur Post a proposé une machine, on a parlé de lambda calcul, de fonctions récursives. Et en fait, on peut prouver mathématiquement que tous ces concepts sont équivalents. Donc on fait des preuves en disant on prend un concept, on prend un second concept et on montre que tout ce que peut faire le premier concept, le second peut le faire et vice-versa. Donc à l'époque, il y a une sorte de thèse qu'on pourrait appeler thèse philosophique, qui est la thèse de Church-Turing, qui dit qu'en fait, tout algorithme raisonnable, toute conception raisonnable d'algorithme, ça peut être simulé par une machine de Turing, ou ça peut être simulé par une machine de Minsky, vu que je vous ai dit qu'on prouvait que toutes ces choses étaient équivalentes. Ok. Donc maintenant qu'on a conçu, qu'on a une petite idée de qu'est-ce qu'un algorithme, on a aussi l'information qu'il existe des problèmes pour lesquels il n'existe pas d'algorithme. On va aller un petit peu plus loin et on va se poser la question, quand j'ai un problème pour lequel il existe un algorithme, est-ce que je peux quantifier le temps de réponse de l'algorithme? Ça, c'est la base de la complexité algorithmique. On va parler de la complexité en temps. Donc, qu'est-ce que ça fait de façon très basique un algorithme? Ça prend une entrée, il y a l'algorithme qui fait son boulot comme une boîte noire, et puis ça vous ressort une sortie. Et ce que je vais appeler la complexité en temps de l'algorithme, c'est à chaque algorithme, vous pouvez associer une fonction qui va être une fonction de la taille de l'entrée, qui va être telle que la sortie sera produite après O plus f de taille de l'entrée seconde. Donc typiquement, si la fonction f est polynomiale, on dira qu'on a un algorithme polynomial. Si la fonction f est exponentielle, on dira qu'on a un algorithme exponentiel. Alors pour essayer de rendre ça un petit peu plus clair, on va regarder deux problèmes typiques que vous avez peut-être déjà rencontrés dans vos cours d'algorithmique. Le premier problème, c'est problème de recherche dans une liste non triée. Donc je vous donne n entier A1 à n, et un entier x, et on se pose la question, est-ce que x est dans ma liste A1 à n? La liste est non triée. Typiquement, ici, c'est quoi la taille de l'entrée? C'est le petit n qui est le nombre d'entiers dans ma liste. Alors, je vais vous poser la question, comment vous feriez pour résoudre ce problème? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? On va parcourir la liste, et ici, vu que ma liste n'est pas triée, mais il n'y a pas de manière intelligente de le faire, il faut le faire de manière exhaustive. Il faut regarder, est-ce que x est égal à A1? Si oui, on est content, sinon on continue. Est-ce que x est égal à A2? Est-ce que x est égal à A3? Et ainsi de suite. Quand on a des listes triées, il y a des manières plus intelligentes de faire, mais je ne veux pas rentrer là-dedans pour l'instant. Donc typiquement, un algorithme qui fait ça, il y aura de l'ordre de n étapes, donc on a un algorithme polynomial pour résoudre ce problème, linéaire en l'occurrence. Le deuxième problème que je veux étudier, c'est le problème SAT pour satisfaisabilité. En entrée,
je vous donne une formule phi de la logique propositionnelle en forme normale conjonctive, ça veut dire qu'elle a cette tête-là. Et en gros, je veux savoir si elle est satisfaisable, c'est-à-dire s'il existe une instantiation des variables, c'est-à-dire soit à vrai, soit à faux, qui fait que cette formule-là est vraie. D'accord ? On va prendre mon petit exemple où j'ai que deux variables, P1 et P2, et je veux savoir si je peux rendre cette formule-là vraie. Si je regarde le membre tout à droite ici, c'est non P1. Vu que j'ai des « et » chaque fois, il faut que chacune de ces parties qu'on va appeler nos clauses, il faut que toutes nos clauses soient vraies. Vu que j'ai non P1, c'est sûr que je dois instancier P1 à faux. Sinon, c'est terminé. À partir du moment où j'instancie P1 à faux, ceci, ça devient juste P2, et ceci, ça devient juste non P2. Donc j'ai P2 et non P2, quelle que soit mon instanciation de P2, ce sera impossible de rendre cette formule vraie. Donc la réponse, c'est non. Il est impossible d'instancier les variables P1 et P2 pour que cette formule-là soit vraie. Alors maintenant, la question que je vous pose, c'est quel type d'algorithme vous pourriez concevoir pour résoudre ce problème. Je vous donne une formule sous cette forme et je veux savoir si elle est satisfaisable ou non. Je vais vous donner un indice. En Mathlm, vous avez vu l'outil nécessaire pour répondre à la question. Exactement. La manière la plus naturelle de répondre à cette question, c'est de construire la table de vérité de la formule et puis de vérifier s'il existe une ligne avec un 1 dans la colonne qui est associée à cette formule. Maintenant, quelle est la complexité de la table de vérité si je dis que la taille de mon entrée, c'est le nombre de variables? Ça va être une complexité exponentielle. Donc l'algorithme que tu me proposes ici, c'est un algorithme exponentiel. J'en dis pas plus pour l'instant. De toute façon, on verra que je ne serai pas capable de faire vraiment mieux. Alors, maintenant, la question que l'on se pose, c'est, on a dit il y a des problèmes décidables, il y a des problèmes pas décidables, pour lesquels il n'y a pas d'algorithme. Et on va se poser la question, quand j'ai un algorithme exponentiel, donc c'est ce que j'appelle l'algorithme idiot, mais n'y voit aucun jugement de valeur sur la manière de construire l'algorithme pour 7. Je vais supposer que j'ai fait un petit voyage dans le futur et que je suis en 2020 où j'ai le premier ordinateur qui peut faire 10 exposant 18 opérations par seconde. Et sur cet ordinateur-là, je veux avoir des estimations de temps de calcul pour des algorithmes polynomiaux et exponentiels. Donc l'algo de recherche qui était linéaire, si vous avez une liste avec en entrée 10 exposant 18 variables, mais très naturellement, il lui faudra juste une seconde pour répondre à la question. Si on prend l'algorithme naïf de construction de table de vérité pour SAT, avec déjà seulement 60 variables, on prend un tout petit peu plus de temps que pour répondre à un algorithme linéaire avec 10 exposant 18. D'habitude, on monte les courbes de l'exponentielle et d'une fonction linéaire, mais je trouve que ça parle moins que de voir ce tableau. Une journée, c'est de l'ordre de 10 exposant 4 secondes. Un algorithme idiot pour SAT avec 100 variables, c'est de l'ordre de 10 exposant 12 secondes, et les dinosaures ont disparu depuis de l'ordre de 10 exposant 13 secondes. Alors, si on passe maintenant à l'âge de l'univers, c'est de l'ordre de 10 exposant 16 secondes, et si vous voulez un algorithme idiot pour SAT avec 150 variables, on est déjà à 10 exposant 27. Ce que je veux juste montrer par là, c'est que un algorithme exponentiel, si vous voulez l'utiliser avec un nombre de variables qui n'est pas extrêmement grand, qui est de l'ordre de 150, c'est totalement déraisonnable en pratique. Alors il faut savoir que SAT, c'est un problème qui est extrêmement étudié par la communauté des informaticiens et qu'en fait, en pratique, on arrive à résoudre des instances de SAT avec des millions de variables. Mais ce n'est pas en construisant les tables de vérité. Il y a vraiment eu un effort intensif depuis plusieurs dizaines d'années pour résoudre ce problème de façon efficace. Mais on n'arrivera quand même pas à franchir la barrière de la complexité exponentielle. Donc le message que j'ai voulu faire passer là, c'est qu'un algorithme exponentiel, en pratique, c'est pas raisonnable. Alors, j'ai un petit slide pour parler de quelque chose d'important qui est de la taille de l'entrée. Je vous ai dit que la complexité, c'était lié à la taille de l'entrée du problème. Je vous ai dit, quand on parle de la liste triée, c'est le nombre de
d'entiers qui sont dans ma liste. Quand je parle de la formule, c'est le nombre de propositions. Maintenant, je vais vous parler d'un autre problème qui est très classique, c'est ce qu'on appelle le test de primalité. En entrée, je prends un naturel n, et la sortie, je veux savoir s'il est premier. D'accord ? Donc je pense que vous êtes tous familiers avec l'idée de... il ne faut pas tester la divisibilité par tout le monde, il suffit de tester la divisibilité par les nombres premiers plus petits ou égaux que racine de n. Alors si on fait une réflexion un peu rapide de la complexité de cet algorithme, on va me dire qu'il est en racine de n. Mais il ne faut pas oublier un petit détail très important, c'est qu'un ordinateur, ça travaille en binaire, ça ne travaille pas en unaire. C'est-à-dire que la taille d'un nombre dans un ordinateur, c'est le nombre de bits nécessaires à stocker ce nombre. Si vous donnez n comme nombre, l'ordinateur il va avoir besoin d'une taille log en base 2 de n pour stocker ce nombre. Donc, si je vous donne 31, sa représentation binaire c'est 1, 1, 1, 1. Donc, si la taille de ce nombre, c'est 5 et non pas 31. Ce qui veut dire que l'algorithme que je vous ai proposé là, ce n'est pas un algorithme polynomial, c'est un algorithme exponentiel en la taille de l'entrée. Donc il faut être vraiment attentif sur ce qu'on appelle la taille de l'entrée. Donc le test de primalité, c'est quelque chose dont on a longtemps ignoré la complexité. Donc clairement, on savait que ce n'était pas pire que exponentiel. Et il a fallu attendre 2002 pour qu'un premier test polynomial soit proposé, et ça a valu le prix Gödel en 2006 aux auteurs de ce test. D'accord ? Donc, ce que je veux juste faire sentir, c'est que... Enfin, il y a deux choses que je veux faire sentir. Première chose, c'est que la taille de l'entrée, quand on travaille avec des nombres, c'est quelque chose d'assez subtil. Et deuxième chose que je veux faire sentir, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose que c'est pas possible de le faire vite, mais là, il a fallu un prix Gödel pour y arriver. Alors, je veux revenir sur un autre petit problème qui est légèrement différent, c'est très lié au précédent, c'est je vous donne toujours en entrée un naturel n, et en sortie, je ne veux plus savoir s'il est premier ou non, je veux une information supplémentaire. S'il n'est pas premier, je veux que vous me donniez 2 facteurs de ce nombre. Mais cet algorithme-là, on ne connaît toujours pas d'algorithme polynomial. Pardon, ce problème-là, on ne connaît toujours pas d'algorithme polynomial pour le résoudre. Et c'est une bonne chose parce que la plupart des transactions électroniques que vous effectuez sur Internet avec votre carte de crédit, leur sécurité est garantie par le fait qu'on est incapable de faire ça de façon efficace. Donc il y a le chiffrement RSA qui est derrière ça, dont la sécurité est basée sur le fait que si je vous donne n très grand, vous ne pourrez pas rapidement me donner p et q tel que p fois q fait n. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a vu là ? On a parlé d'un algorithme, on a parlé de la complexité d'un algorithme, et maintenant je voudrais vous poser la question, qu'est-ce qu'un problème qui est vraiment difficile ? Donc, pour le test de primalité, on a vu que ça avait l'air très difficile, ça semblait être exponentiel, mais bon, des gens très forts nous ont montré qu'en fait ça pouvait être polynomial. Donc qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut caractériser des problèmes qui sont très difficiles. Donc c'est une définition compliquée. Mon but n'est pas de rentrer dans les détails de cette définition, mais je veux dire, on peut définir ce qu'est un problème exp-time difficile, c'est-à-dire un problème qui se résout en temps exponentiel et pour lequel on peut prouver qu'on n'arrivera jamais à faire mieux. D'accord ? Donc c'est une définition. Je ne rentre pas dans les détails. Et c'est quoi typiquement un problème qui est exp-time difficile ? C'est résoudre un jeu d'échecs généralisé. Donc vous imaginez les jeux d'échecs sur lesquels vous pourriez faire des échiquiers de taille aussi grande que vous voulez. Vous mettez une configuration et vous demandez qui gagne, blanc ou noir. Ça, on ne peut pas faire mieux qu'un algorithme exponentiel. OK. Donc maintenant, on va faire un petit tour par le monde magique. On revient à notre problème SAT. Et on sait pour l'instant que tout ce qu'on a à notre disposition, c'est un algorithme exponentiel. Maintenant, imaginez que on ne va pas vous demander de résoudre le problème, mais on va vous proposer une solution et on va vous demander est-ce que cette solution est correcte ? C'est-à-dire, je vous donne la formule suivante et je vous dis
mais je vais prendre P1 égale 0, P2 égale 0, P3 égale 1 et P4 égale 0. Vérifier si cette instance fait que ma formule est vraie. Vous êtes d'accord? Vous comprenez que le problème est un petit peu différent? Quelle est la complexité de vérifier? Ça, c'est polynomial. Ça va être lié à la taille de la formule. Alors, une autre façon de... Donc, dit différemment, la complexité de vérifier qu'une instance positive est vraie est polynomiale. Il y a une autre façon de formuler ça, c'est avec l'existence de la magie. Vous imaginez que vous avez une pièce magique qui a la superbe propriété que chaque fois que vous la lancez, si on est sur pile, vous dites votre variable est vraie, si vous êtes sur face, votre variable est fausse, et la pièce ne se trompe jamais. Donc si vous possédez une telle pièce magique, vous avez un algorithme polynomial pour résoudre SAT. Qu'est-ce que vous faites? Pour chaque variable, vous lancez la pièce, elle vous donne une instantiation. Si l'instanciation est vraie, ça, la formule est vraie, il n'y a pas de doute. Et si l'instanciation est fausse, vu que la pièce est magique, la formule est fausse. D'accord? Donc, on postule l'existence d'une pièce magique. Et cette idée de magie, c'est en fait le concept de non-déterminisme qui a été introduit par Rabin et Scott en 1976 et qui leur a valu le prix Turing. Et c'est quelque chose qui est très important pour raisonner à propos de la complexité des algorithmes. Alors, une petite remarque plus terre à terre, il n'existe pas d'ordinateur non déterministe. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on appelle quelque chose qu'on peut résoudre avec une pièce magique en temps polynomial? On dit que c'est dans NP. C'est des problèmes qui sont résolubles par un algorithme non déterministe polynomial. On sait que P est inclus à NP, qui est inclus à Xtime, et une question à $1 million, c'est est-ce que P est égal à NP? Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait par contre, donc je vous passe un petit peu les détails, mais que M. Cook a reçu le prix Turing pour montrer que SAT était NP difficile, et que donc, grâce à M. Cook, si vous donnez un algorithme polynomial pour résoudre SAT, vous gagnez $1 million. Donc ça se résume à pouvoir donner un algorithme polynomial pour SAT. Par exemple, oui. Alors maintenant, on va venir dans le monde physique et parler un peu de mécanique quantique, mais très peu. Donc, je suis sans doute une des personnes les moins habilitées à vous parler de mécanique quantique dans cette pièce, donc je ne compte pas le faire. Donc c'est une révolution de la physique du début du XXe siècle. Donc là, il y a un petit jeu qui est retrouver vos 5 physiciens préférés lors de cette conférence. Donc qu'est-ce que c'est la mécanique quantique? C'est une nouvelle théorie qui parle de chats à moitié morts et à moitié vivants. Je ne vais pas aller très loin dans les détails. Je voudrais juste donner 2 citations de fondateurs, enfin de très grands physiciens, qui dit, donc Niels Bohr a dit, si la mécanique quantique ne vous a pas choqué profondément, c'est que vous ne l'avez pas encore compris. C'est quand même une petite remarque de mathématicien. Non P implique non Q n'est pas équivalent à P implique Q, donc Bohr n'a pas dit si la mécanique quantique vous a profondément choqué, alors vous l'avez comprise. Parce qu'elle m'a profondément choqué, mais je ne peux pas déduire que je l'ai compris. Alors une autre citation qui est due à Feynman, qui n'est en aucun cas une contradiction avec ce qu'a dit Bohr, c'est qu'il pense qu'on peut dire que personne ne comprend vraiment la mécanique quantique. Alors pourquoi je parle d'une citation de Feynman? Parce que visiblement, Richard Feynman, qui était prix Nobel de physique en 1965, aurait été le premier à évoquer l'idée d'ordinateur quantique. Alors maintenant, je vais vous parler de la notion de qubit. Donc je fais les choses un peu comme le font les mathématiciens, c'est-à-dire je ne vais pas vraiment vous expliquer d'où viennent les choses que je vais vous annoncer là, je vais quelque part vous axiomatiser l'idée de qubit et voir ce qu'on pourra en déduire du point de vue de la complexité. Donc en informatique classique, quelque part, la variable la plus simple, c'est ce qu'on appelle le bit. C'est une variable booléenne qui peut donc prendre 2 valeurs, soit 0, soit 1. Donc c'est quelque part la plus petite instance qu'on peut imaginer dans un ordinateur. En informatique quantique,
ce qui joue le rôle du bit, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil qui est la notion de qubit. C'est une variable que j'appelle psi ici, qui va être de la forme alpha 0 plus bêta 1, où alpha et bêta sont deux nombres complexes tels que alpha carré plus bêta carré égale 1. Donc première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'alors que le bit ne peut prendre que deux valeurs, le qubit peut prendre une infinité de valeurs. Alors comment on doit comprendre ou interpréter le qubit? Les physiciens feront ça mieux que moi, donc je vais essayer de vous dire ce que moi j'en ai compris. C'est que quand je dis que on est de la forme alpha 0 plus bêta 1 avec alpha carré plus bêta carré égale 1, on pense tout de suite à des probabilités. Mais c'est bien comme ça qu'il faut le voir. Ce qubit est dans une superposition d'états. Il est à la fois dans l'état 0 et à la fois dans l'état 1. Il est dans l'état 0 avec une probabilité alpha carré et dans l'état 1 avec une probabilité bêta carré. Donc il faut admettre l'existence de ce type de concept qui est le qubit. Alors le qubit, il jouit ou il souffre d'une autre propriété qui est que quand on le mesure, là, il s'écrase, il devient 0 ou il devient 1, et là c'est fini. Je veux dire, il n'a plus cette richesse d'être quelque chose d'un nombre infini de valeurs, il est devenu 0 ou il est devenu 1. Donc on admet, c'est la mécanique quantique nous garantit qu'il existe ce type de choses. Alors c'est quoi des exemples de qubits? On retrouve les choses classiques. 0, c'est un qubit, 1, c'est un qubit, qui sont les deux bits classiques. Mais si je prends par exemple racine de 2 sur 2, 0, plus racine de 2 sur 1, ça veut dire que c'est un qubit qui se trouve avec probabilité 1,5 dans l'état 0 et probabilité 1,5 dans l'état 1. Alors, ça c'est vraiment une parenthèse, je laisserai vos professeurs de physique en discuter mieux que moi quand vous le souhaiterez. Est-ce que ça existe vraiment, un qubit? Et visiblement, la réponse c'est oui. Et une expérience célèbre, c'est l'expérience de Stern et Gerlach en 1922. Et il y a plusieurs candidats pour créer des qubits qui sont liés au spin de l'électron, la polarisation d'un photon, et il y en a d'autres. Alors, avec un qubit, on ne va pas faire grand-chose, on va être un peu plus ambitieux, on va prendre 2 qubits. Qu'est-ce que c'est 2 qubits? C'est juste, on prend 2 états qui peuvent chacun être dans les états 0 et 1. Donc, classiquement, si j'ai 2 bits, on peut avoir 4 possibilités, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Eh bien, on considère ça de la même façon. C'est quelque chose qui peut être vu dans les 4 états possibles, avec la propriété que le carré, la somme du carré des coefficients fait 1, ce qui va dire qu'on va chaque fois représenter la probabilité d'être dans chacun des 4 états classiques possibles. Alors ça, c'est juste une petite notation. 0, 0, je le noterai soit de cette façon, soit de cette façon. Alors je vais vous donner ce que j'appelle un exemple intrigant. C'est que si j'ai le droit d'utiliser cette définition, j'ai en particulier le droit de considérer la paire de qubits qui est racine de 2 sur 2, 0, 0, plus racine de 2 sur 2, 1, 1. Alors si on n'y réfléchit pas plus que ça, c'est une paire de qubits comme un autre, mais pourtant elle a une très grande signification. Parce que ça veut dire quoi ceci? Ça veut dire que si vous ne mesurez que le premier qubit et que vous voyez 0, vous savez avec certitude que le deuxième qubit est 0 alors que vous n'avez pas à le mesurer. Donc c'est un exemple d'un phénomène compliqué de la mécanique quantique qu'on appelle l'intrication quantique. Alors la même question peut se passer, c'est beau d'avoir un modèle mathématique, est-ce que ça existe les états intriqués? Et oui, une des expériences célèbres qui est l'expérience d'Aspect a mis en lumière le fait que de tels états existaient vraiment. Alors, une fois qu'on a quelque part ces outils de base, on peut commencer à faire essayer de faire des premiers algorithmes là-dessus. Et là, je ne vais pas donner de détails, je veux juste attirer votre attention sur le fait qu'il y a des choses vraiment différentes entre l'informatique classique et l'informatique quantique. En informatique classique, vous êtes très habitué au fait que si vous avez une variable, vous pouvez la copier. Donc vous faites x devient y, vous avez 2 copies de votre variable, il n'y a aucun souci avec ça.
En informatique quantique, on ne peut pas copier les qubits. Ça, c'est quelque chose qui est assez choquant, je pense, pour un informaticien, mais qui est peut-être beaucoup plus naturel pour un physicien. C'est qu'on ne pourra pas... Si vous avez ce qubit qui est rempli d'informations, vous ne pouvez pas le copier. Par contre, vous pouvez le téléporter. Donc, ce qui, ça va, à mon avis, encore une fois, plutôt choquer les informaticiens et est relativement naturel pour les physiciens. Donc, on ne peut pas copier l'information, mais on peut la téléporter. Donc, c'est quelque chose qui, à mon sens, rend les deux notions plutôt incomparables, plutôt que dire que l'une est strictement supérieure à l'autre. Alors, je veux pousser un peu plus loin ma comparaison en voulant, et c'est avec ça que je voudrais terminer l'exposé, discuter d'un tout premier algorithme quantique, à quoi ça ressemble. Alors, pour comprendre un algorithme, que ce soit quantique ou classique, il faut comprendre c'est quoi les opérations de base. Si je pense de façon classique, que je vois en termes de bits, qu'est-ce que je peux faire ? Ça veut dire que je vais écrire des circuits qui vont faire quoi ? Des négations, des disjonctions, des conjonctions, et qui vont combiner toutes ces choses-là. Alors ça va être quoi en informatique quantique les opérations de base ? Donc je fais un petit retour sur la notion de qubit qui est alpha 0 plus bêta 1. De façon équivalente, c'est donc un couple de complexes, donc c'est un élément de C carré. Si je vous donne n qubits, ça peut être vu comme un élément de C 2 exposant n. Et qu'est-ce que c'est les opérations de base sur les qubits ? Ce sont des matrices unitaires. Donc là, je fais vraiment le point de vue du mathématicien. Qu'est-ce que je vais être autorisé à faire sur mes qubits ? Je vais être autorisé à leur appliquer des matrices unitaires. Qu'est-ce que c'est une matrice unitaire ? Je vous rappelle la définition ici. C'est une matrice telle que si vous transposez et prenez le conjugué, vous obtenez l'inverse de la matrice de départ. Ok, donc, quelques petits exemples de matrices unitaires. Donc, ça vous donne quelques petits exemples de ce que vous pouvez faire avec les qubits. Il y a ce qu'on appelle le NOT, qui est cette matrice-là. Donc, c'est des petits exercices de vérifier que je vous mens pas, que toutes ces matrices sont bien unitaires. Ça va renverser le alpha et le bêta. Donc, si vous pensez pourquoi on appelle ça au NOT, parce que le 1, 0 va être envoyé sur 0, 1 et vice-versa. Donc, 0 devient 1, 1 devient 0. Il y a une matrice unitaire très utile qui est la matrice d'Adamard qui a cette tête-ci. Et une autre matrice qui, elle, travaille sur 2 qubits qui sera très utile aussi, qui a juste pour but de permuter 1, 0 et 1, 1. Donc, là, je vous ai juste illustré des matrices et on va faire un tout premier enchaînement qui va nous permettre de créer un état intriqué à partir de 0, 0. Donc, si j'ai 0, 0, donc c'est deux états, donc j'ai 2 qubits, tous les deux en 0, je vais appliquer la matrice d'Adamard seulement sur la première composante. Ce que j'ai le droit de faire, ça c'est ce que me donne la matrice d'Adamard, croix 0, parce que j'ai rien fait sur le deuxième qubit. Alors là c'est juste, je réécris ce que j'ai, et puis je vais appliquer le contrôle note, qui, souvenez-vous, son seul but c'est de transformer le 1, 0 en 1, 1, et en enchaînant ces deux opérations, j'ai créé un état intriqué. Donc, là, le but de cette première opération, premier petit exemple, c'était juste vous montrer qu'on peut créer, là je parle juste mathématiquement, des états intriqués à partir des bits classiques et des opérations unitaires. Alors, classiquement, si vous regardez dans les livres d'informatique quantique, les opérations, elles sont représentées de cette façon-ci. Ça veut dire, j'ai mes 2 qubits. Sur le premier, je fais une transformation d'Adamard, puis je prends les deux et je fais le C-note sur les deux, et ça, c'est la réponse que j'obtiens. C'est parce que je vais utiliser cette représentation dans la suite. Alors, le tout premier algorithme quantique qui a été proposé, il répond à une question qui est modérément excitante, qui est la suivante. Je prends une fonction de 0,1 dans 0,1 et je veux répondre oui si f est constante et non si non. Vous allez me dire, il n'y a pas tellement de choix possible, ça ne demande quand même que d'évaluer f 2 fois. Donc, de façon classique, on ne voit pas comment on échappe à évaluer f 2 fois. Et alors,
la magie, j'ai envie de dire, de l'algorithme quantique proposé par Deutsch, c'est qu'on va s'en sortir en évaluant f qu'une seule fois. Alors, c'est quoi l'idée de cet algorithme ? Donc, je vous épargne les calculs, mais je veux dire, il n'y a rien de difficile. C'est des petites multiplications matricielles. Vous pouvez voir que, donc ça c'est Monsieur Deutsch, que si vous appliquez les ports d'Adamar sur les deux états de départ, puis que vous appliquez cette opération qui est de laisser x tel qu'il est et de faire y plus modulo 2 f de x ici, puis vous réappliquez Adamar et puis vous mesurez le premier bit, votre premier bit c'est f de 0 plus modulo 2 f de 1. Donc là, croyez-moi, c'est des petits calculs, mais il n'y a pas de difficulté. Ce qui veut dire, au final, en ayant évalué f une seule fois, vous vous retrouvez avec l'information f de 0 plus f de 1 modulo 2. Et une observation simple vous dit que f de 0 plus f de 1 modulo 2 vaut 0 si et seulement si f est constante. Donc en ayant évalué une seule fois f et en mesurant, vous arrivez à répondre à la question est-ce que f est constante ? Ce que vous ne seriez pas parvenu à faire en une seule évaluation de f en informatique classique. Alors, M. Deutsch s'est associé à M. Josa pour proposer un autre algorithme dont le problème qu'il résout n'est pas non plus terriblement excitant, mais dont le résultat est encore plus impressionnant que le précédent. Donc je vais d'abord vous parler du problème. Je vais d'abord vous définir ce que c'est une fonction balancée. Maintenant, je ne regarde plus une fonction de 0,1 dans 0,1, mais de 0,1 exposant n dans 0,1. Et on va dire qu'elle est balancée si le nombre d'éléments du domaine envoyés sur 0 est égal au nombre d'éléments du domaine qui est envoyé sur 1. Alors, le problème, il est vraiment tiré par les cheveux, c'est le suivant. C'est je vous donne une fonction f dont vous avez la garantie au départ qu'elle est soit constante nulle, soit balancée. Et qu'est-ce que vous voulez savoir ? C'est est-ce qu'au final, elle est nulle ou elle est balancée ? Est-ce que le problème est clair pour tout le monde ? Donc l'entrée est très bizarre, hein, mais le problème a un sens. Alors, il est clair que tout algorithme déterministe sera exponentiel, parce que vous devrez évaluer f au moins sur la moitié des éléments du domaine pour pouvoir répondre. Et je ne rentre pas dans les détails, mais l'idée de Deutsch et Josa, c'est juste de généraliser l'algorithme de Deutsch, mais en mettant quelque chose de dimension n ici et de dimension n là, avec au final une seule évaluation de f, et de pouvoir donc répondre à cette question en évaluant f une seule fois. Donc ce qui est assez impressionnant. Alors je veux juste vous mentionner, dans les quelques instants qui me restent, d'autres algorithmes remarquables qui sont quantiques. Il y a, je pense, le plus célèbre, qui est l'algorithme de Shor, qui permet de résoudre le problème de factorisation en temps polynomial. Donc, son utilisation rendrait le RSA vulnérable, évidemment. Alors, je vous rappelle que, par contre, je ne vous ai jamais dit que le problème de factorisation était dur du point de vue de NP difficile ou du point de vue de X-prime difficile. Je vous ai juste dit que c'était un problème pour lequel on ignorait encore la complexité. Donc, il n'est pas possible de dire que les algorithmes quantiques sont strictement plus puissants. Dans nos connaissances actuelles, ils sont plus puissants, mais on n'a pas de résultats qui disent qu'ils sont strictement plus puissants. Un autre algorithme impressionnant, c'est l'algorithme de Groover, qui permet, donc si vous vous souvenez du tout premier problème, un des tout premiers problèmes que je vous ai mentionné, c'était de trouver un nombre dans une liste non triée. Je vous ai dit on fait ça en temps n. L'algorithme de Groover permet de faire ça en temps racine de n. Alors la remarque importante avec laquelle je voudrais terminer, c'est dire qu'aujourd'hui, on ne connaît aucun problème NP difficile, donc même pas X-time difficile. NP difficile, qui peut être résolu par un algorithme quantique de façon polynomiale. Donc, il n'est pas possible de dire que théoriquement, la complexité quantique est strictement plus efficace que... Pardon, les algorithmes quantiques sont strictement plus efficaces que les algorithmes classiques. Il se peut qu'on va avoir une nouvelle idée classique qui va rendre le problème de factorisation polynomial. Ok, donc je termine
en résumant les idées principales que j'ai voulu faire passer dans cet exposé. La première, c'est qu'il existe des problèmes non résolus par algorithme, c'est ce qu'on appelle des problèmes indécidables. Deuxième chose, c'est que même si un problème est résolu par un algorithme, s'il est de complexité exponentielle ou pire, il n'est pas raisonnable en pratique d'utiliser un tel algorithme. Maintenant, si je passe à l'informatique quantique, ça apporte une nouvelle façon de concevoir des algorithmes. Et il existe des problèmes qui sont tels que dans nos connaissances actuelles, il existe des algorithmes quantiques plus efficaces que tous les algorithmes classiques connus, mais par contre, il n'existe aucun problème pour lequel qui est strictement plus simple au sens de la complexité informatique de point de vue quantique que du point de vue classique. Alors, il y a quelque chose que j'ai complètement caché tout au long de l'exposé, mais sur lequel je ne suis pas du tout spécialiste, c'est que la construction d'un véritable ordinateur quantique, ça demeure vraiment un défi technologique. Construire les qubits, construire les états intriqués, pouvoir les garder suffisamment longtemps, pouvoir les mesurer avec précision, c'est là que sont les difficultés pratiques, mais il y a énormément de recherches qui sont faites dans ces directions. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne quelques références pour ceux qui voudraient en savoir plus.